Salut les marques, salut les smarts, bienvenue dans Catch Up, je suis Ringside, vous écoutez le podcast qui transpire le catch. C'est ici que toutes les semaines, au résumé, on analyse les émissions de la WWE, SmackDown, Monday Night Raw, les pay-per-view, les PLE, comme on dit maintenant, etc. On parle catch et on se retrouve aujourd'hui pour parler du SmackDown du 23 septembre 2022 au Vivint Arena de Salt Lake City. Et pour m'accompagner dans cette analyse, un duo de chic et de choc. Ce bon vieux papy, comment ça va papy? Bonjour les petits enfants, bonjour Ringside, mais oui, c'est chic d'être avec toi aujourd'hui. C'est chic, c'est la classe. Et Letty est là également, comment ça va Letty? Très bien, salut Ringside, salut Papy, salut à tous. Salut les petits. Badaboum. Alors, on était à Salt Lake City. Comment on appelle les habitants de Salt Lake City d'ailleurs? Les salés. Les salés, ouais. Et ben c'est bien la question que se pose Paul Heyman pour ouvrir le show. On se retrouve avec la Bloodline au complet cette fois-ci. Roman Reigns est là, les frères Uso sont là, Solo Sikoa est là, l'autre ami Sami Zayn est là aussi. Alors ils ont des tout nouveaux t-shirts, hein, We Are the Ones, très très classe. Hormis Paul Heyman qui est en costard, hein, évidemment, et Sami Zayn qui a encore l'ancien t-shirt de la Bloodline, qui a l'air d'être un petit peu usé maintenant, hein, quand même. Alors on se rappelle que il y a comment il s'appelle là, Logan Paul pardon, qui a lancé un défi à Roman Reigns, hein, qui a été accepté, donc ils vont s'affronter à Crown Jewel. Il y a eu une conférence de presse où ils se sont poussés, hein, un petit peu là. Roman Reigns a été un petit peu physique, hein. Il a provoqué Logan Paul qui avait envoyé un petit peu chier Paul Heyman qui était en train de faire une petite promo. Il a coupé court à la promo d'Heyman et puis il a invectivé direct Roman Reigns en lui disant tu te caches derrière ton conseiller, qu'est-ce qui se passe, t'as peur? Mais bon, conférence de presse classique, hein, ils ont été séparés par Triple H. Voilà. Mais en tout cas, le match est signé pour Crown Jewel entre Logan Paul et Roman Reigns. Mais Paul Heyman, il est pas là pour parler de ça. Il vient nous parler un petit peu de Solo Sikoa et nous dire que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, hein, même si c'est lui le conseiller, c'est pas lui qui a eu l'idée de faire venir Solo Sikoa. C'est bien les anciens qui ont eu cette idée. Afa, Sika, Rikishi, tout ça. Vu que les Usos étaient bien occupés, vu que Paul Heyman il était bien occupé, enfin il était même sur la touche, hein, vu qu'il avait été détruit par Brock Lesnar. Ouais, Lesnar, après un gros F5 des familles. Voilà, donc c'est eux qui ont eu l'idée d'envoyer Solo Sikoa pour aider le Tribal Chief. Et c'est pas une idée de Roman Reigns, c'est pas une idée de Paul Heyman, et c'est pas une idée non plus de quelqu'un qui pourrait en prendre la paternité. Hein, et là, il y a un regard qui est appuyé envers Sami Zayn qui comprend pas trop pourquoi on l'accuse. Là, il y a Jey Uso qui va se lancer dans une promo parce que ce soir ils ont un match contre les Brawling Brutes. Donc il vient un peu se vanter qu'il va gagner le match, mais il est coupé dans son élan par Roman Reigns lui-même, qui demande à avoir le micro. Alors Roman Reigns, avant que tout ça commence, hein, il a demandé quand même au peuple de Salt Lake City de le reconnaître, hein, comme le Tribal Chief. Donc il prend le micro, Roman Reigns, et il dit Solo, hein, viens voir ici, faut qu'on discute. Et puis il demande aussi à Solo de le reconnaître. Alors il s'exécute, hein, Solo Sikoa. Il reconnaît Roman Reigns comme son Tribal Chief. Tout le monde est content et on va retourner au vestiaire, hein, parce que le but c'était apparemment d'introniser Solo dans l'équipe. Mais il y a Sami Zayn qui s'agite là, qui prend le micro, qui dit attendez, on peut couper la musique, j'ai encore quelque chose à dire. Et lui aussi, il annonce que il reconnaît Roman Reigns comme son chef tribal. Alors là, c'est un peu à l'étonnement du reste du clan. Roman Reigns reprend le micro, il dit mais Sami, qu'est-ce que tu fais? Je t'aime bien, mais à quoi tu joues là? À quoi ça sert tout ça? Pourquoi tu portes notre t-shirt? Pourquoi tu traînes avec nous? C'est quoi le but? Qu'est-ce que tu veux?
Alors, le pauvre Sami Zayn, il est complètement désemparé. La foule se pose des questions. On essaie de le soutenir quand même. Mais il est très penaud, là, Sami Zayn. Il sait plus trop quoi dire. Il dit, mais enfin, Roman, c'est moi, tout ça. Et là, Roman Reigns, il dit, écoute, enlève le t-shirt. Hein. Je te le dirai pas 2 fois. Alors, il met du temps à s'exécuter, Sami Zayn. Il est vraiment désemparé. Là-dessus, il y a Jey Uso qui lui saute dessus, qui lui arrache le t-shirt violemment, tire les affaires carrément. Ça se fait pas, hein, mais... Là, on voit que Jey Uso, il est énervé. Roman Reigns, il regarde le pauvre Sami humilié, la torse-poil comme ça face à lui. Il lui dit, voilà, t'as pas le droit de porter ce t-shirt parce que je t'en ai fait un nouveau. C'était une farce. Il lui jette un nouveau t-shirt tout propre, même personnalisé, hein, en l'honneur de Sami Zayn. C'est marqué SZ, Honorary Use. Donc le use honorifique. Ou honoraire, je sais pas comment on dit précisément en français. Et donc voilà, il est content finalement, Sami Zayn. Il fait vraiment partie du clan. D'ailleurs, un peu plus tard dans l'émission, on le retrouve dans les vestiaires où il se fait importuner par rien de moins que Madcap Moss et Ricochet, ces 2 gros losers, qui lui disent qu'est-ce qui t'arrive, Sami Zayn, avant t'étais hautain et insupportable, maintenant t'es encore plus hautain et insupportable. C'est à force d'avoir la tête entre les fesses de Roman Reigns. Là, qu'est-ce qui se passe? Sami Zayn, il dit c'est bon, calmez-vous. Et puis finalement, il a pas le temps de s'expliquer plus parce qu'il y a Sikoa qui débarque et qui défonce les 2, Ricochet et Madcap Moss. Il les explose là contre un rideau de fer. Il tabasse à mort là. Sami le calme, il lui dit ouais, c'est bon, ça suffit. Voilà, ils ont compris. Hein, de toute façon, je m'en serais occupé moi-même si t'étais pas arrivé. Et voilà où on en est avec la Bloodline. Donc Sami Zayn officiellement intronisé après un petit jeu quand même. On lui a fait espérer, on lui a fait peur, on l'a fait flipper. Et Solo Sikoa qui s'impose comme l'enforcer. Hein. D'ailleurs, Paul Heyman le dit pendant sa promo, ce sera l'enforcer du groupe. Bonne grosse promo des familles, bon gros segment des familles pour démarrer SmackDown. Letty, est-ce que ça t'a plu cette entrée en matière? Oui. C'est, enfin, pour une ouverture de show de SmackDown, c'était vraiment. On s'attendait pas forcément à ça, enfin, au vu des dernières semaines. Et enfin, quel charisme quand ils arrivent, les 6. Oui, Ouais. c'est ça. Les 6, voilà, sur le Titantron, enfin, qui vraiment, on voit que voilà, c'est eux les tauliers et ils le font bien, bien comprendre. Et super promo. Et moi, j'aime beaucoup les petits jeux avec Sami, avec voilà, pendant tout le temps où il lui demandait d'enlever son t-shirt, tout ça. Enfin, la jubilation de Jay et la déconfiture juste après quand il a vu le t-shirt. C'est tous les petits trucs qui se passaient autour, tous les petits jeux comme ça. Ça donne vraiment envie de voir la suite. Et pour la Bloodline, qui franchement, enfin moi personnellement, il y a 3 mois en arrière, je pouvais plus les voir. Au moment de l'unification de tous les titres et tout ça, je pouvais plus les sentir. Et là, ils réussissent quand même à me réintéresser au truc et on a vraiment envie de voir la suite, quoi, avec Sami. Parce que bon, on sait très bien comment ça va se finir, mais justement, quand on a Roman qui commence, je me suis dit, mais non, ils vont pas faire ça. Enfin, faut faire durer. Il faut que la trahison elle vienne de Jay, pas de Roman. C'est pas possible. Ils ont super bien joué leur truc. Et non, très très bonne entrée de show, j'ai trouvé. Ouais, je te rejoins. Quel talent, je pense, de tous les intervenants là. Ils étaient tous parfaits dans leur rôle. T'as été convaincu aussi, Papy? Ouais, largement convaincu. Bah, de toute façon, là, quand tu vois ce segment d'intro, c'est exactement ce qu'il faut en sport entertainment. Ouais. Et j'ai envie de dire, c'est un peu le seul sport entertainment qui reste quasiment à la WWE. Quand ils se mettent en route la Bloodline, t'as très peu de choses qui peuvent tenir la comparaison, voire rien en fait qui tient la comparaison. Hein. Là, effectivement, les types disaient, quand tu les vois les 6 arriver d'un coup, là, ça y est, c'est le centre du show, le centre de l'émission. Et puis ça déroule, quoi. Il y a des détails de partout. Effectivement, Jay qui reste l'ennemi de Sami dans le clan, au contraire de Jimmy qui lui par contre a toujours sa petite poignée de main avec Sami qui est super heureux de le rejoindre. Même Solo est plutôt maintenant l'a adopté le Sami, et puis même Roman, quoi, qui
au début, a pas trop l'air content de faire le câlin, puis il va quand même lui faire un câlin derrière. Donc, c'est un peu le chouchou de la famille, Sami, en ce moment. Et Roman, c'est le parrain de la mafia, quoi. Il distribue des cadeaux aux uns, aux autres. Il demande à chacun de le reconnaître. Ça finit que là, comme dans le segment, on a le Solo Sikoa et Sami Zayn qui finissent par le reconnaître. Donc il y a vraiment de tout, quoi. Et c'est fou, mais en même temps, c'est là aussi qu'on voit ce qui manque quand ils ne sont pas là, parce qu'ils tiennent vraiment le choix à eux tout seuls, quoi. J'ai envie de dire. Et je me demande, c'est pas limite trop, parce que du coup, le public, il mord dedans, mais ils sont plus du tout heal, hein, les gars. Là, c'est le centre d'intérêt majeur de l'émission, quoi. Ce truc-là, le public adore la Bloodline. Hein. C'est ça. Ils sont à la. Roman Reigns, il est dans la position de John Cena, en fait. C'est le top guy de la compagnie. Sauf que c'est censé être un heel. Mais ça reste le top guy de la compagnie, donc ça reste le mec le plus populaire, le mec qui apporte le plus de réactions. Et il y a tout le show qui est construit autour de lui. Et pour le coup, lui, il est pas tout seul comme était John Cena. Il a son clan avec lui, et c'est eux qui font la structure du show, c'est eux qui font le gros du spectacle. Et quelque part, c'est logique. Maintenant, c'est sûr que pour le reste du roster, ça devient difficile à suivre, et on voit bien qu'un espoir comme Madcap Moss ou un mec comme Ricochet, qu'on espère toujours voir briller d'une manière un peu plus étincelante que depuis le début de sa carrière, là il sert clairement de chair à canon dans des intrigues qui seront pas forcément essentielles, mais voilà, ils sont obligés de jouer les faire valoir pour Sami Zayn qui a tellement longtemps joué les faire valoir, donc quelque part c'est une logique qui est respectée. Mais en tout cas, ouais, il y a pas de fausse note dans tout ce début de show là, dans tous les segments qui se suivent. Le seul bémol qu'on peut avoir, c'est qu'effectivement ils monopolisent toutes les ceintures, mais c'est un peu problème qu'a toujours eu un top guy dans la fédération. John Cena aussi, il en écœurait plus d'un à force. Hein. Mais vraiment une super entrée en matière pour ce SmackDown cette semaine. Et malheureusement, après, c'est l'arrivée de Liv Morgan, qui a un match contre Lacey Evans ce soir. Un match qui n'est pas pour le titre, figurez-vous. Car je vous rappelle que Liv Morgan est toujours championne de SmackDown. Donc il y a un combat qui s'ensuit. Alors je sais pas si vous avez vu, Lacey Evans, elle a un maquillage sur la moitié du front, un peu camouflage comme ça. Elle est camouflée à moitié. Je suis pas sûr que c'est vraiment utile en fait. Voilà, elle est camouflée d'un demi-front. Il y a un match qui est largement dominé par Lacey Evans, qui est plus costaud, hein, qui essaie d'humilier un petit peu Liv Morgan. Elle catch un peu, elle m'a fait penser à Baron Corbin, quoi. Lacey Evans, dans ce match-là. Et puis finalement, comme elle arrive pas quand même à clouer les épaules au sol de Morgan, Lacey Evans, elle va chercher une arme, un kendo stick en dessous du ring. Alors elle sort un balai d'abord. Oui, bon, on peut pas utiliser le balai quand même. Et donc elle prend un kendo stick, elle monte dans le ring, mais là, Liv Morgan esquive le kendo stick. Elle place un code breaker et après elle place son finish, l'Oblivion, pour la victoire. Alors pourquoi un kendo stick? Pourquoi tout ça? Parce qu'à Extreme Rules, on vous rappelle que Liv Morgan va affronter Ronda Rousey dans un match extrême. Et voilà, tout le long du match, Lacey Evans hurle dans les oreilles de Liv Morgan qu'elle n'est pas extrême. Hein, donc, là, Liv Morgan va lui prouver le contraire, parce qu'elle prend le kendo stick, mais elle se ravise, elle le rejette par terre, puis finalement elle le récupère, et puis elle passe à tabac Lacey Evans à grands coups de stick. Elle la ramène à l'extérieur du ring, elle lui fait un Russian leg sweep, comme on appelle ça, avec le kendo stick contre les barricades. Elle semble se faire plus mal que Lacey Evans quand même, mais c'est pas grave. Elle continue, elle va chercher une table carrément. Allez, on met Lacey Evans sur la table, on monte sur le poteau et on fait une swanton. Depuis le poteau sur Lacey Evans, on explose, la chaise est explosée. La foule jubile et Liv Morgan nous a prouvé qu'elle pouvait être extreme.
Les aventures de Liv Morgan. 8 minutes 36 de match quand même. Mon bon papy, qu'est-ce qu'on en pense de tout ça? C'est bizarre hein, comme chose parce que Liv, ça fait 2 semaines de suite qu'elle était clairement en mode connasse. Limite à se demander si elle était pas en train de basculer du côté heel avec une Ronda qui justement elle est en train de prendre les faveurs du public. Et puis là, elle nous fait une partition que moi je trouve 100% babyface dans ce match-là où le public accroche bien d'ailleurs. Hein. Là, il y a pas de souci là-dessus. Hein. Le public marche bien dans le truc. Ouais. Et enfin voilà quoi. Donc, alors, si je regarde le show en lui-même, bah, je trouve que la performance est réussie au final puisque elle a réussi parce que mine de rien, passer après la bloodline, c'était compliqué quoi. Donc, elle a réussi quand même à se mettre en valeur et à avoir le public avec elle. Par contre, je comprends absolument pas où ça va dans l'histoire globale de Liv Morgan, quoi. Et d'ailleurs, pas de Ronda ce soir. C'est ce qui est dommage, hein, parce que c'est clairement, même si c'est pas encore top, le seul truc qui bouge un peu côté féminin. Bah, du coup, Liv, elle le fait en mode face. Bah, au moins, si elle est amenée à être face, bah, c'est pas plus mal parce que ça a l'air de marcher. Mais si c'est pour rechanger de positionnement la semaine prochaine, bah, c'est con. Ouais. Bah, moi, j'ai tendance à penser qu'elle a toujours été face, mais que comme elle a juste nulle. pas beaucoup de talent, voilà, elle est nulle et on n'a pas compris. Ça ressemble à ça, hein. Tu penses aussi, Eti? Oui, c'est un positionnement quand même assez étrange. Après, bon, le match en lui-même, ça allait. Enfin, après, bon, elle s'est quand même Impressionnant, mais fait. c'était pas une catastrophe. Oui, voilà. Elle a quand même été pas mal fracassée, on va dire, au départ. Bon, elle a réussi à se rattraper. Après, voilà, est-ce que ça m'a plus convaincu qu'elle risquait de gagner contre Ronda? Pas du tout. Mais on verra ce que ça donnera. Après, bon, voilà, comme dit, le pari est plus ou moins réussi. Elle a récupéré le public. Après, à voir ce que ça va donner sur les prochaines semaines. Le spot était joli, hein, quand même, de la Swanton sur la table, là. Hein. Ça reste un joli spot impressionnant. Je pense qu'ils vont la garder en vidéo et qu'ils vont nous le ressortir, ça, assez souvent. Surtout en préparation du futur match. Exactement. Donc voilà, bah, Liv Morgan contre toute attente, hein, qui réussit à récupérer le public. C'est déjà un beau challenge réussi. Lacey Evans, hein, bon, bah, elle a une position de heel qui se fait qui perd, quoi. Donc voilà, le projet doit être en stand-by, hein, je pense. Ça arrive hein, des fois comme ça, chez les hommes aussi, des grosses baraques comme ça qui se retrouvent finalement à jouer les jobbers de luxe. C'est pas plus mal. Alors, c'est la fête dans les vestiaires. Y a Hitro, les Street Profits qui sont là, ils sont contents. Il y a Nakamura qui arrive aussi, ils sont contents. Ils boivent du mousseux et puis après on va peut-être faire la totale. Hein. Ils font la fête un peu avec tout le monde. Il y a les Mexicains qui viennent draguer comment elle s'appelle la meuf des Hitro là. Et puis Bifab, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Alors ils draguent la Bifab et puis alors ils se font rejeter de la soirée. Alors après ils reviennent et puis les autres Bifab elle leur dit ouais je vous avais dit de pas revenir et tout, mais ils sont pas venus pour discuter ou la draguer, ils sont venus juste pour foutre des super kicks dans la gueule de Hitro. Ils s'en vont. Les autres catcheurs qui sont là, ils essayent d'empêcher Hitro d'aller attaquer les Mexicains. Voilà, une petite fête dans les coulisses qui se termine par le début d'une rivalité entre Los Lotarios et Hitro, avec dans le décor Shinsuke Nakamura, Maxine Dupree, Hydro Gulak est là aussi, les Street Profits qui ont rien d'autre à foutre visiblement. Voilà, qu'est-ce qu'on a pensé de ce petit fil bleu là de SmackDown, Letty? Toi qui aimes bien les grandes soirées. Et le champagne. J'ai envie de dire tout ça pour ça. En fait, voilà, là on est quand même dans de la plus que low card. Enfin, si c'est voilà, on a eu 3 segments, je crois en tout. Si c'est juste pour nous préparer Hitro contre les Lotarios, je pense qu'on pouvait faire plus court.
Après, bon, voilà, on a vu tous ceux qui dorment dans les vestiaires, on a vu qu'ils existaient toujours, ils sont toujours Voilà. vivants. Voilà, ça nous a au moins montré qu'ils sont toujours là, mais à part ça, bon, pas passionné par les segments, ni par la future rivalité d'ailleurs. Ouais, c'est de la lolo card. C'est ça. Tu as été un peu plus intéressé par tout ça, toi, papy, ou on Non, s'en fout? franchement, non. Hein? Franchement, non, c'est la low card et comme on le dit, ça prend trop de temps, trop de segments. Les Street Profits, on se demande ce qu'ils viennent foutre là. T'as l'impression qu'ils sont là juste parce qu'ils sont noirs, hein, on va dire les choses clairement. On a besoin de copains qui passent à Ouais. une racaille là-bas. Ah, bah, Mm. ramène-moi les deux noirs là, ça va faire l'affaire. Non, mais Voilà. Hop. franchement, tu comprends pas trop quoi. Mais bon, la semaine prochaine, on aura un droit à un joli Litro contre le Slaughterhouse. Parce que le seul truc qui me rassure là-dedans, c'est que Litro reste en low card et Mm. rien que ça, pour moi, c'est un point positif. Ouais, voilà. Ouais, c'est pas faux. Ils sont bien en low card. Sachant que la low card est aussi un peu tenue par la Bloodline, hein, finalement, parce qu'il y a Bad Capmos, Ricochet qui sont pris dans les tumultes. Donc, ça, c'est encore la low card de la low card. Mais, ouais, ils sont pas sympathiques, hein. On les aime pas trop. Enfin, moi, perso, Non, mais je suis d'accord, je les ai jamais trouvés sympathiques. ouais, Moi non plus. voilà, on les tient pas dans notre cœur. On espère qu'ils vont se faire battre par Los Lotarios, mais il y a peu de chance quand même. Tiens, en parlant de vraie équipe, il y a un joli clip sur les Usos qui nous explique que ils ont battu le record d'à peu près toutes les équipes. Hein, la Hart Foundation, les Rockers, Legion of Doom, voilà, même les New Age Outlaws. Et qu'il reste plus que 2 équipes à battre pour avoir le record du règne le plus long, hein, pour les champions tag team. C'est les Demolition et le New Day. Ah, parce que le New Day ils étaient restés à bon moment aussi. Hein. Donc voilà, il y a encore du boulot, hein, pour les Usos pour détrôner les champions. J'ai pas les chiffres sous les yeux, mais je suis curieux de voir s'ils vont arriver au bout. Ah, il doit pas manquer grand-chose, je crois que c'était 450 jours, un truc comme ça, donc ça doit faire Je crois avec une plus d'un an, trentaine, quoi, pour quarantaine les- de jours. Ouais. Ouais, il Ouais, manque pas grand-chose, hein, effectivement. donc et la question que moi je me pose, c'est est-ce que du coup, à un moment, ils vont vu que les leaders entre guillemets du classement, c'est le New Day, est-ce que ils vont pas faire un match contre les New Day, genre 5 jours avant de battre le record, quoi? Ça serait Ouais. Ah, ce serait bien ça. Ouais, Et les ce New serait Day pas qui leur mal. empêchent d'avoir le record, ce serait chouette. Ce serait chouette. Parce que ce serait dommage de faire tomber le record du New Day quand même. Ils méritent de rester à leur place. ça ferait trop de record par Bloodline, je pense que celui-là, ils en ont pas besoin. Ouais, clairement. Ouais, non, je suis d'accord. Voilà. Ce qui est toujours dommage dans ces clips-là, c'est qu'il y a quand même une bonne période, une bonne décennie où il n'y a pas de champion qui se détache des autres. Hein. Là, heureusement, il y a le New Day qui détient le record, mais sinon, c'est que des équipes des années 80-90. Hein. Mais en même temps, Les New Day et les Usos, du coup. ouais, New Day, les Newsos. Mais de toute façon, si on fait le bilan des 10 dernières années, il n'y a pas beaucoup Ouais. plus que ça. Hein. En tag, ouais. Apparu. Faudrait faire une recherche approfondie. Là, comme ça, j'en ai pas trop en tête. T'as FMS Cesaro, mais c'était. Ouais. Mais c'était. Sur la durée, c'est pas comparable, quoi. Eux, ils ont vraiment fait 10 ans quasiment plein, quoi. Voilà. Bon. Qui est à suite? Justement, les champions tag team, là. Les New Day. Ce soir, ils sont en action. Face au Maximum Male Models. Massé et Mansoir. Avec toujours à leur côté Maxine et Max Dupree. Maxine, elle a le temps d'aller faire la fête et de venir autour du match. Hein. Elle va prendre des photos et tout. Alors, c'est un match court, là, pour le coup. Hein. On se plaint toujours qu'il y a des matchs longs. Là, c'est 2 minutes 28. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les New Day gagnent le match. En fait, sur un roll-up. Parce que les autres, ils prennent un peu de temps à faire des pauses, hein, quand même, les Maximum Male Model, même s'ils arrivent quand même à placer quelques bons coups, etc. Donc, victoire du New Day et surtout Max Dupree qui s'énerve, qui jette sa veste par terre. Il en peut plus, il s'en va.
C'est stressé. Est-ce que c'est la fin de Max Dupree tel qu'on le connaît, le retour d'LA Knight? On ne sait pas. L'affaire est à suivre. En tout cas, moi j'ai trouvé belle performance des Maximum Male Model, même si c'était très court, surtout de Mansoir, qui est quand même assez bon dans le ring. Massé, ça a l'air d'être toujours un petit peu délicat. Mais en tout cas, ils prennent la pause. Et j'adore leur faciès. Surtout Mansoir, quand il perd le match, il est assez excellent. Il a l'air de pleurer. Voilà, c'était bref, mais j'ai trouvé ça super cool. Letty, qu'est-ce que tu en as pensé, toi? C'était un bon match de divertissement. Puis oui, effectivement, ils font le show. Enfin, les deux Maximum Male Model. Voilà, on s'attend à chaque fois à se dire tiens, quelle tête ils vont nous faire. C'est intéressant, on va dire, dans le divertissement, pas pour la suite. Oui. Hein, c'est bien qu'ils restent en bas. Après, le New Day, qui ont fait leur match avec une victoire logique, j'ai envie de dire, c'est normal. Et puis Max, moi, qui m'a fait beaucoup rire quand il arrivait pas à enlever sa veste. Le caméraman s'est tourné en se disant merde, il y a un problème. Après, voilà, à voir la suite. Est-ce qu'il va remonter sur le ring pour leur dire je vous montre comment on fait, ou est-ce que. Je sais pas. Mais après, je pense qu'on est parti encore pour quelques semaines d'énervement. Il va pas faire ça d'un seul coup. Je pense qu'ils vont faire durer un petit peu le il truc. se peut qu'il y ait un revirement, il se peut qu'ils aient encore des défaites à leur actif, les MMM. Ouais, en tout cas, ça fonctionne super. Voilà, histoire d'énerver un maximum. C'est ça. Ce bon Max vieux Dupree. Ouais. En tout cas, ils me font marrer, hein, surtout un Mansoir. Hein, je ne cesse de le répéter. Papy, qu'est-ce qu'on en pense? Oui, je suis d'accord avec toi. Avec vous, ils sont toujours bonnards, les Maximum Male Model. C'est Mansoir et Massé, ils font des têtes pas possibles quand ils sont dans le ring. Massé, là, quand il fait le tomber, là, il pose en même temps qu'il fait le tomber. Et puis, effectivement, ils se font prendre alors qu'ils sont en train de poser tous les deux au-dessus du corps de Xavier Woods, je crois. Ouais, c'est ça. Et Maxine Dupree qui tente de prendre des photos à ce moment-là. Et en fait, celle qui cause la défaite, c'est en leur demandant de poser pour la photo, parce qu'elle prend l'appareil photo d'un mec à proximité du ring. C'est en faisant ça, finalement, qu'elle cause la défaite de l'équipe. Donc moi, ça, cette partie, en fait, moi, tout ça, je trouve ça bien parce que c'est clairement, là, on parlait de segments qui étaient trop longs et pas intéressants et de mecs antipathiques tout à l'heure. Là, c'est l'inverse, c'est plutôt bien timé. Ils sont tous plutôt sympas dans l'affaire, ils sont tous plutôt drôles. Moi, le seul truc qui me fait un peu peur, c'est Max Dupree. J'ai peur que c'est pas un personnage créé par Triple H. Lui, il avait un LA Knight et j'ai peur qu'il tente de nous le forcer en faisant, il s'énerve et du coup, il reprend son ancien personnage. Et je trouverais ça dommage parce que franchement, LA Knight était sympa sans plus, mais alors Max Dupree, je trouve ça magnifique, moi, comme personnage. Donc, au contraire, il devrait l'encourager à en tirer le maximum et je suis sûr qu'il arriverait à en tirer le maximum, ce male modèle. Ouais. Tirer sur la corde encore un petit peu. Tiens, en parlant d'un Maximum Male Model, notre Maximum Male Model à nous vient de débarquer dans le studio. Ce bon vieux Géliel. Bonjour Géliel. Hello à tous et désolé pour l'odieux retard auquel je fais preuve. Je savais que j'ai raté. Le modèle, c'est sûr. Ah oui, mais surtout que j'ai un maximum modèle slip, donc qui est toujours très très utile dans ce genre de circonstances. Donc écoute, merci Ringside, salut Papy, salut Letty et salut à tous. Salut tout le monde. Salut. On était en train de parler de tes stars préférées, les Maximum Male Model, qui doivent être contents. Qu'il y ait une défaite là, ils sont fait engueuler par le patron et tout. Ça va pour toi du coup? Oui. Ouais, moi ça me va bien. Après, il y avait un petit truc qui était raconté, mais bon, je suis pas fan, vous le savez du truc. Donc ils ont perdu, c'est très bien. Et puis on verra ce qui attend au prochain numéro. Après, le match en lui-même n'était pas forcément, si mauvais que ça, mais il y avait beaucoup de gimmicks, j'ai trouvé, et ça prenait beaucoup le pas sur le match en lui-même. Voilà, c'est aussi que ce truc-là est très gimmick, donc c'est forcément aussi un peu normal que ce soit aussi présent dans les matchs. Mais bon, pas ultra fan du truc. Oui, voilà, exactement.
T'as préféré le segment d'ouverture avec la Bloodline, Sami Zayn? Ah ouais, carrément. C'était On est très d'accord. sympa. On a fait que encenser ça pendant ton absence. Concentré. Mm, mm. Ouais. Vous avez bien fait. Je suis entièrement d'accord avec vous. C'était un gros segment, grosse orientation avec le Sami Zayn, avec adoubé définitivement, enfin par la tête de la table. Mm. Vraiment très sympa ce qu'ils ont construit. En plus, ça ouvre d'autres choses derrière. Enfin, voilà, je suis très fan de ce qu'ils ont fait. Bah oui, comme nous tous. Et la victoire de Liv Morgan, ça a dû te plaire aussi, je suppose. Ah, Oui. attends, Gabriel. Non, je suis là. J'ai eu un orgasme en même temps que. Non, j'avais un soupir, on va dire, parce que on l'a déjà dit plusieurs fois. Moi, j'apprécie beaucoup tout le travail qui a été fait, le chemin parcouru. J'ai l'impression quand même que maintenant, on a atteint une espèce de plafond, un plafond de verre sur ces performances. Et on voit que c'est très limité physiquement, quoi. Et il y a plein de choses, vous l'aviez noté d'ailleurs, et je sais que Papy est pas tendre sur le sujet, mais sur certains points, il a raison. Ça botche pas mal, et au fur et à mesure de regarder les matchs, on voit pourquoi ça botche, c'est parce qu'elle est pas assez rapide dans le ring. Et elle rate des choses parce qu'elle est pas présente au moment où ça doit se dérouler. Et là, il y a plusieurs moments où elle doit courir, et ça court mou, et du coup, ça rend mou, et du coup, les coups portent mou, et c'est compliqué. Donc, je suis très content qu'elle ait eu ce push-là. Mais pour moi, maintenant, il faut peut-être passer à autre chose, quoi. Voilà. Ouais, elle a pas l'étoffe d'une championne, on va dire. Ils auront tenté le coup. Sur la durée, quoi. Ouais, pas sur la durée. Bon, assez parlé des femmes, parlons des grosses brutes. Ce soir, on a Braun Strowman qui affronte Otis. Alors, il domine le match au début, Braun Strowman, jusqu'à ce que ça s'exporte à l'extérieur. Otis, grâce à l'intervention de Chad Gable, là, qui se jette dans les pieds de Strowman alors qu'il tente de faire le petit train là. Otis va envoyer Braun Strowman dans le poteau. Poteau qui a été renforcé par le match. On nous montre avant le match les techniciens qui renforcent le ring quand même pour que les deux mastodontes puissent quand même s'affronter tranquillement. Donc après c'est Otis qui prend l'avantage sur Strowman pendant un bon moment. Il va lui placer pas mal de gros coups, pas mal de souplesse, pas mal d'écrasements, le World Strongest Slam notamment pour un compte de 2. Il va enchaîner sur une Vader Bomb carrément. Et aussi pour le compte de 2, tant qu'à faire, Otis il se dit allez on essaye le Frog Splash. Ou du moins une descente depuis la 3e corde, peut-être un coup de boule aussi. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est Strowman qui est le plus intelligent puisqu'il réussit à esquiver. Et donc Otis s'écrase comme une grosse merde sur le ring. Et Strowman va l'attraper pour une powerbomb. Grosse powerbomb des familles. Otis ne se relèvera pas. 1, 2, 3. Pas d'interférence non plus de Chad Gable. C'est bien la victoire du monstre parmi les monstres, le monstre des monstres. Maintenant, il a un nouveau t-shirt. Voilà, une victoire nette et sans bavure de Strowman sur Otis qui s'est quand même bien battu. Alors, Papy, tiens, toi qui es toujours un petit peu critique de ce retour de Strowman, est-ce que t'es un peu plus rassuré ou est-ce que pour toi il vise encore trop bas ce bon vieux Strowman? Là, tu m'embêtes là avec cette question. T'es taclé un petit peu quand on est. Rassuré, pas encore, parce que du coup, il a battu que Otis quoi. Moi, ça reste pour moi gênant que tu aies un main eventer qui fasse son retour contre un low carder. Je sais pas moi, la plupart des mecs qui sont arrivés récemment là, ils ont directement été tapés haut quoi. Et lui, c'est le mec qui a tapé le plus bas possible quoi. Donc alors peut-être parce que justement c'est pas un mec à promouvoir. Donc tu dis c'est bon, pas besoin de se faire chier et ça a marché tout seul. Mais bon, du coup par contre la confrontation avec Otis en elle-même était pas mal parce que je trouve que du coup l'air de rien, ça aura quand même permis à Otis de se refaire un peu la santé, de remontrer un peu que c'était comme une belle bête. Ouais, il a bien brillé. Ils ont fait un comparatif là de leur taille, de leur poids avant le match. Tu te rendrais compte qu'Otis comme c'était comme quoi, mine de rien. Et voilà, donc je trouve que ça aura permis de redorer un petit peu Otis.
Comme je dis toujours, Gable, il fait du bon travail en ce moment, donc c'est bien qu'il ait eu du temps d'antenne. Par contre, maintenant, il faut arrêter de déconner, quoi. Faut envoyer directement, Strowman sur du vrai gros, challenger là, Mmh. et arrêter de traîner avec ce genre d'histoire d'affronter des tag teams, quoi. Ouais. Alors peut-être qu'il le garde en réserve pour aller l'envoyer contre ce Roman Reigns, hein, tout simplement. Hein. Ah bah, ça va faire longtemps, hein. De toute façon, il y a que voilà, s'il faut envoyer un babyface contre Roman Reigns, Strowman c'est le client idéal, hein, j'ai envie de dire. Bah mon bon Géliel, les deux gros mastocs là, qu'est-ce que tu en as pensé? Bah moi j'ai bien aimé, finalement que, enfin il y a la construction de Strowman, hein, comme le dit Papy, qui est peut-être un peu longuette. Il y a aussi peut-être aussi le repositionnement en face qui est aussi peut-être plus d'ailleurs toute l'utilité de cet affrontement contre Otis. Plutôt que le fait de le builder très fort, parce qu'il était déjà très fort, mais disons que ça clarifie son positionnement. La foule d'ailleurs était complètement derrière Strowman quasiment du début à la fin. Donc voilà, ça s'est fait. C'est toujours quand même sympa de voir l'un comme l'autre, hein, qui se soulève et qui se balance des grosses prises. C'est quand même très très sympa. Strowman est dans une shape incroyable, quoi. J'ai jamais eu les abdos qu'il a, même tout petit, et pourtant Dieu sait qu'il est balèze et gros. Et donc vraiment sympa. Chad Gable fait ce qu'il peut sur le côté. Bon, il a été balancé Manu Militari comme il fallait. Oui, il faut passer à autre chose. C'était très bien, on l'a vu sur 3 semaines là, voilà, très bien. Et Papy a entièrement raison. Maintenant, il faut passer à autre chose. Et puis je pense qu'il faut aussi passer la seconde sur le truc, quoi, maintenant. Un peu de sérieux pour Braun Strowman. Letty, ces deux gros balaises là, ça te plaît toi, les gros Golgoth comme ça qui se foutent sur la gueule? Après, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. C'est vrai que c'était un bon match. Strowman, bon, qui revient, qui avait besoin d'une victoire quand même pour son retour. Otis qui montre qu'il est toujours là, qu'il n'est pas juste l'ombre de Gable et qui peut se battre et bien se défendre. En plus, le match était plutôt bon. Après, voilà, effectivement, il faut passer à autre chose. Le souci, c'est qui? Voilà. Puisque Roman, on sait que voilà, il sera pas là. Il a Logan Paul la fois d'après. Après, il va pas se remontrer avant, je sais pas quand. Et voilà, c'est qui pour affronter cette montagne en fait. C'est ça le souci. Ouais, qui est quel client pour Braun Strowman? Bonne question. Ricochet? Non, j'ai Ricochet, ah non, Ricochet, il a déjà eu, je crois, non, il a une rivalité. Ou c'était Kalisto, peut-être, je confonds les deux tout le temps. Ouais, bah je sais pas, hein, on verra bien. Ça va être la surprise la semaine prochaine. Qui va affronter Braun Strowman? Bon, en tout cas, c'était un chouette match. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu des gros gabarits comme ça. Je pense que le père Tony Khan, là, à la All Elite Wrestling, il doit bien regretter de ne pas avoir payé Strowman. À l'heure actuelle, je pense que avec un Strowman qui serait amusé à détruire l'intégralité du roster de la All Elite Wrestling, il aurait fait du pognon. Je pense que les gars étaient pas d'accord pour se faire détruire par Strowman. Hein. Ouais, sûrement. Eh ben c'est dommage, il est de retour à la WWE, il a pas l'air d'avoir envie d'aller ailleurs. Je m'inquiète un peu pour ses genoux, mais sinon il est au top de sa forme. Hein. Il y avait une alerte sur ses genoux? Ah, ça fait longtemps que la rumeur court que ses genoux sont dans un piteux état, quoi. Ah ouais, mais ça, c'est souvent les grands, hein, les catcheurs d'une certaine taille, c'est souvent par les genoux que ça pêche au bout d'un moment, mais et surtout comme il fait des drop kicks et comme ça, ça a tendance à. Et puis ça powerbomb sur Otis, comme on a senti que il a vite lâché. Hein. Il faut pas le tenir. Ouais. Alors j'aime bien sa manière de faire les powerbombs, mais voilà. À voir pour le futur. En tout cas, voilà, encore un Braun Strowman en grande forme. Et en parlant de grosses brutes, les Brawling Brutes sont interviewés par Kayla Braxton. Ils sont confiants et on apprend que Sheamus va affronter Gunther. Donc ce sera Sheamus contre Gunther 2 dans 2 semaines pour le SmackDown Seasons première. La saison n'a pas commencé en fait. On croyait qu'on était dedans, mais pas du tout. Voilà, donc on aura la revanche Sheamus Gunther, sachant que Sheamus a dit qu'il allait lui arracher la ceinture de son corps fumant. Ils ont chanté Banger à la fin, je sais pas pourquoi.
Et puis voilà, ce soir ils vont gagner les ceintures face aux Usos. Hein, ils sont motivés. Sheamus, le roi de la promo, les deux autres c'est un peu plus délicat hein, quand même. Je sais pas qu'est-ce que. Ça joue pas la même catégorie, mais bon, ça, je pense qu'il n'y a pas de surprise à ce niveau-là. Hein. Mais le public qui chantait pas Banga, je pensais qu'ils avaient soif. Moi, j'ai pas bien compris. Bah, ça doit être ça. Bah voilà, tout s'explique. Moi, je comprenais rien. Bon, ce sera le main event, hein, ça. Les Brawling Brutes contre les Usos pour les titres suprêmes. Alors, on m'envoie souvent beaucoup de mails là des auditeurs pour me demander qu'est-ce que ça fait d'être un loser. Eh ben, je propose de poser la question à Drew McIntyre qui débarque ce soir avec une ceinture, on dirait dans la main, mais non, c'est un strap, comme on dit, une lanière en cuir, puisque à Extreme Rules, le défi est lancé à Karrion Kross. On va s'affronter, on va régler notre compte. Hein, on sait que c'est Karrion Kross depuis qu'il est revenu, il a ciblé Drew McIntyre. Il dit ce sera un strap match, comme on dit. Donc pas un match du sparadrap, hein, mais bien un match de la lanière en cuir. Là-dessus, il y a la musique de Karrion Kross qui retentit. On voit Scarlett qui débarque. Alors toujours très mise en scène, hein, tout ça avec du noir et blanc et tout. Dans une très jolie robe, hein, Scarlett pour l'occasion. Donc là, McIntyre, il regarde, et qu'est-ce qui se passe? Et paf, il se fait attaquer par derrière, par Kross. Alors ça se fout sur la gueule, mais c'est McIntyre qui prend le dessus. Il va envoyer Kross dans le poteau. Il lui met le strap autour du poignet. Il s'accroche à lui son poignet aussi. Il commence à le tabasser. Il va essayer de le finir, mais il y a Scarlett qui s'interpose. Elle lui met, je crois, un truc dans les yeux, hein, je crois, à McIntyre. Une boule de feu, non? Une boule de feu, un truc magique. Je sais pas, il crache au visage. Et puis là, Kross, il en profite, il attaque, il lui met la croche jaquette, comme on dit, sa petite prise de soumission là. Et voilà, il dit à McIntyre, t'es tombé dans notre piège, t'es trop naïf, voilà, lâche l'affaire, let it go, comme il dit, vas-y. Tape une petite sieste. Et on a donc un Karrion Kross dominateur sur McIntyre qui s'est encore fait avoir comme un gros nul. Donc ben voilà. Hein. D'ailleurs, Paul Heyman s'était foutu de sa gueule aussi à McIntyre en début de show quand il disait il y a beaucoup de gens qui pleurnichent que ça devait être l'heure de McIntyre, que en plus c'était sur son turf. Ben non, hein, c'est l'heure de Roman Reigns. C'était le turf de Roman Reigns aussi, Cardiff. Et puis voilà, le sort qui s'acharne sur Drew. Et Karrion Kross est très très malin. Et Scarlett, charmante, hein, j'ai envie de dire. Letty, qu'est-ce que t'as pensé de tout ça? Bonne question. T'es perplexe? Bon, c'est un petit peu, oui. C'est bien qu'ils aient un match puisque ça commence à durer un peu. Après, ça me fait mal de dire ça parce que j'aime beaucoup Drew, mais voilà, il se fait victimiser semaine après semaine. On a l'impression je sais pas, qu'il réfléchit pas. C'est très particulier. Et voilà, bon, toujours, il se laisse toujours avoir. Enfin, toujours la même chose. Scarlett qui débarque, l'autre qui arrive par derrière. Bon, voilà. Après, pourquoi pas. Et on verra ce que ça donnera. Après, moi, personnellement, c'est vrai que dans ces histoires-là, je me pose toujours la question. Mais bon, après, c'est l'histoire, voilà. Mais je me dis, mais à quel moment ils réfléchissent pas? Est-ce qu'ils pourraient se dire, c'est comme comme à Raw avec le Judgment Day, Rhea qui s'interpose. Mais les gars, il y a des filles dans les vestiaires. Trouvez-vous une pote qui vient avec vous. Enfin, je sais pas. Vous voulez pas taper les filles, ok, pourquoi pas, mais voilà, il y en a qui sont dans le vestiaire, donc pourquoi voilà, il continue à se faire victimiser, il sait qu'elle va se mettre au milieu, mais voilà, on continue, et voilà, bon, pourquoi pas, on verra ce que ça donnera à Extreme Rules, mais je sais pas, je suis un peu perplexe par toute cette histoire. Peut-être qu'il a mauvaise réputation dans les vestiaires, McIntyre. Peut-être. Les filles l'aiment pas. Hein. Aussi, hein. Ouais. Il a toujours été victime vis-à-vis des femmes, McIntyre. Ouais, c'est ça aussi. Il n'ose pas s'imposer. Le pauvre.
Papy, tiens, qu'est-ce que t'as pensé des derniers Ouais, je vais le exploits de défendre un peu, Carrion? Drew, parce que Allez, défendons-le. je vais C'est le un défendre gentil un peu parce que, babyface. ok, il est pas bien fut-fut, mais mine de rien, il avait quand même deviné que Cross allait attaquer par derrière, parce que quand Ouais, Cross c'est vrai. débarque, il Oui, s'est oui, retourné tout c'est de pas suite pour faux. lui mettre un nion, donc il est pas si bête que ça, l'Écossais, quoi. Bon, par contre, il se fait avoir après. Alors, il se prend une boule de feu, un coup de poing dans les burnes. Bon, il y a eu la totale pour le mettre KO. Mine de rien, j'ai comme trouvé qu'il avait comme plutôt roulé sur Karrion Kross. T'as vu que Kross, finalement, qui joue au malin depuis qu'il est arrivé, bah, en fait, dès que tu accélères un petit peu, là, il est en panique complète et Ouais. il se fait latter la tronche. C'est pas du tout le mec invincible qu'on aurait pu penser. Donc, j'espère pour lui qu'il va lui mettre une raclée parce que ça serait comme dommage qu'il. Alors, je sais bien que Kross, il faut l'aider un peu parce qu'il vient de débarquer, mais franchement, ils sont pas du même niveau, quoi. Donc, il a pas à perdre contre ce genre de mec. Je pense qu'il perdra quand même, mais bon, ça va me faire mal à mon petit cœur, quoi. Je pense que Drew, il devrait quand même boxer bien plus haut que ce genre de gars. Ouais, moi je le vois quand même remporter le truc. Hein. Je suis pas sûr qu'ils vont donner tout de J'espère, suite ça fait une plaisir. victoire à Cross sur McIntyre comme ça. Bon, je veux bien qu'on lui donne beaucoup de choses, mais quand même. Ouais. Géliel, toi aussi, t'es team Drew McIntyre quand même. Tu veux le défendre ou c'est quand même un gros loser? Je suis team Drew McIntyre parce que je trouve que c'est un peu juste l'arrivée et puis la manière dont c'est construit. Enfin, Karrion Kross, ils sont 1,5 versus 1 avec la surprise, avec la magie. D'ailleurs, je préfère largement prendre une boule de feu dans la figure et un coup de poing dans les roues que l'inverse. Hein, mais voilà. Après, c'est chacun ce qui voilà. Mais en tout cas, avec tout ça, il arrive quand même à pas être ultra dominant. Le Karrion Kross, enfin, en 1 contre 1, en vrai, dans un vrai match, ça augure pas grand chose, quoi. Donc, on va voir. Mais effectivement, en plus, il a tapé trop gros, Karrion Kross. Je pense qu'il aurait dû commencer, peut-être pas par du low carder, mais par quelques trucs intermédiaires. Il y avait peut-être du Nakamura à aller chercher ou des choses comme ça qui auraient peut-être plus facilement permis de construire et de poser son retour. À voir. En tout cas, je suis pas extrêmement inquiet pour Drew McIntyre dans cette feud-là. Là où je suis un peu plus inquiet, c'est qu'il faudrait pas que ce soit un coup d'arrêt pour Karrion Kross et son retour. Voilà. Alors, je sais pas comment il va perdre. Moi, je le vois effectivement pas gagner non plus. Tout va être important. Enfin, ce qui va être important, selon moi, c'est la manière dont il va perdre et dont il va partir vers autre chose, quoi, en fait. Faut pas qu'il soit trop écrabouillé. Faut peut-être qu'il y ait un petit côté, je sais pas, de la magie ou peut-être une intervention à gauche, à droite, je sais pas, mais en tout cas, c'est ce qui va, à mon avis, lui permettre de partir et de rebondir sur autre chose. Personne n'est inquiet pour Drew McIntyre, mais voilà, il faut que l'histoire contienne la suite de Karrion Kross dans la fin, quoi, dans le face-off, voilà, dans le payoff, pardon. Ils ont pris beaucoup de risques avec Karrion Kross, hein, en l'envoyant directement dans le main event comme ça. Je veux bien qu'il croit en lui, Triple H, mais quand même, ouais, ça va être. Il va falloir jouer sur des œufs pour bien gérer sa défaite ou alors le faire gagner, mais ce serait vraiment aux dépens de Drew McIntyre, ce qui serait pas beaucoup plus judicieux. Après, c'est jamais très spectaculaire dans le ring, hein, Karrion Kross, donc on va voir ce que ça peut donner face à quand même Drew McIntyre qui lui, par contre, s'est assuré le spectacle. Karrion Kross, c'était pas celui qui faisait son finisher à la Gilbert Bécaud, là? Oui, bah si, c'est ça. C'est ça, il l'a un peu repris, là, je trouve qu'il mettait sa main un peu il va la garder, côté, hein. On est d'accord, hein. Il se tient la joue plutôt que l'oreille, mais... il va la garder sur l'idée de con. Hein. Ouais, putain, faut lui dire. Et ouais, non, mais et Kross, en fait, ce qui marchait, moi je trouvais qu'il marchait à NXT, c'était quand il était en mode invincible, en fait. Le mec est... Alors ça marchait encore plus à NXT vu que c'est tous des nains là-bas. Ouais. Mais c'est le genre de mec, et bah, en 3 coups, il a fini le match et c'était réglé, quoi. Mais là, du coup, si on le voit catcher longtemps, surtout face à un mec plus impressionnant physiquement que lui, je suis pas sûr qu'il ait pris la cible idéale. Hein, non, franchement, il fallait prendre un ricochet, hein, comme tout le monde. Hein, mais, voilà, taper sur ricochet. Non, bah comme on a dit, hein, ils ont pris des risques. Maintenant, il va falloir assumer. On va voir s'ils arrivent à réussir le tour de force de s'en sortir avec cette rivalité qui nous laisse perplexes quand même. Qui aurait eu son lot de surprises. Hein.
Ça, c'était sympa. Mais voilà, il y a une finalité derrière. Il faut voir si on arrive à atteindre le but, c'est-à-dire de mettre over les deux. Raquel Rodriguez affronte Dakota Kai, qui arrive évidemment avec Bailey et Io Sky. Ça se termine, c'est le bordel. Rodriguez réussit à prendre l'avantage grâce à une distraction et elle fait le roll-up sur Dakota Kai. Alors après, les autres, elles commencent à lui taper dessus. Et il y a Choszi qui débarque pour la sauver. Choszi, qui était, c'est elle qui a fait la distraction pendant le match qui a permis la victoire de Raquel. Il y a une brawl et puis ça se termine avec Raquel Rodriguez et Choszi qui sont dominatrices. Elles ont vidé le ring. Choszi, personne lui a appris à faire une brawl, visiblement. Elle est complètement perdue. Ni d'autre chose au passage, mais bon, on verra. Il y a une autre chose, dis-nous tout, vas-y, j'ai l'air parce que j'ai oublié moi. Non, je disais, on lui a pas appris à la brawl, ni d'autre chose, parce que c'est pareil, ça botche, putain. C'est la reine du fake wrestling. Choszi, on croit rien du tout de ce qu'elle fait. Ah non, c'est fou, c'est fou. Tu m'as passé la parole donc là. Ouais, vas-y, parce que rien de plus à dire. C'est 1 minute 20. Ouais, pas grand chose à dire. Moi, ce qui m'inquiète un peu, j'ai trouvé que c'était pas si mal, il y avait un peu d'interaction, il y avait pas mal de choses, il y avait de l'overbooking, c'était pas si mal. Ce qui m'inquiète un peu, c'est que alors elle sort d'un truc avec Alia, si elle revient sur un truc avec Shotzi, ça veut dire qu'elle va rester dans la tag team division pendant un petit moment, et c'est peut-être un peu du gâchis quand même pour Raquel Rodriguez, je trouve. Surtout quand on a alors je le dis en le pensant très sérieusement, du Liv Morgan quelque part qui est peut-être pas complètement à sa place. Voilà, je suis un peu déçu par le positionnement. Je sais pas ce que ça va donner, si effectivement il va y avoir quelque chose avec Shotzi derrière, mais en tout cas, Raquel Rodriguez, j'aurais bien voulu la voir au moins dans un petit run pour voir un peu ce que ça donnait dans la main event. Voilà, donc si ça se confirme dans la tag team division, ça me fait un peu de peine, mais on verra pour la suite, quoi. Voilà. Ouais, suspense. Letty, qu'est-ce qu'on en pense? C'est vrai que pour l'instant, il joue sur le côté t'as blessé ma copine, du coup, je vais revenir avec quelqu'un d'autre. Bon, pourquoi pas. Après, à voir ce que ça donnera, mais je suis pas forcément convaincue que la laisser dans cette division-là, ce soit la chose à faire. Puis Shotzi, en plus, comme disait Géliel, on croit à rien. Enfin, elle rate tout ce qu'elle fait, donc c'est un peu compliqué, quoi. Un peu compliqué. Ouais. C'était pas le meilleur moment de l'émission. Papy, toi, t'avais beaucoup aimé, tu m'as dit. Non, mais je vais. Alors non, c'est pareil, j'ai pas beaucoup aimé. mais par contre, je suis pas d'accord avec vous sur plein de choses. D'une part, Shotzi, ce n'est pas la reine du fake wrestling. C'est comme Ruby Riott qui détient ce trophée. Donc elle travaille plus ici. Oui, mais bon, je défends quand même Shotzi qui certes n'est vraiment pas parfaite, mais je trouve qu'elle est quand même meilleure que Ruby Riott. Voilà pour la parenthèse. Et pour Raquel, je ne suis pas d'accord non plus. Je trouve que de toute façon en solo, elle a trop de limites pour l'instant pour percer. Et donc, c'est pas plus mal de la laisser en tag team. Moi, ce qui m'embête plus, c'est pas ces filles-là, en fait, c'est les filles d'en face. Damage Control, là, qui sont à tous les shows. Et chaque show, tu te dis, c'est marrant parce que le top de leur, finalement, de leur carrière en clan, c'était leur arrivée, quoi. Depuis, c'est moyenasse sur moyenasse. Il lui en demande trop. Elles sont là tout le temps, alors effectivement. Elles sont là tout le temps, mais c'est pas la Bloodline non plus. C'est exactement, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est tout le temps, mais c'est pas niveau Bloodline, c'est niveau niveau Jugement Day quand c'était tout pourri. Donc ça va. Je trouve que ça n'a pas eu tout Damage Control. Et moi, ça me gêne un peu, quoi. Je suis pas sûr que c'est une bonne idée de leur filer les ceintures. Ou alors, il aurait fallu qu'elles soient bien plus dominantes que maintenant, parce qu'en plus, elles se font la gueule toutes les semaines, là, les deux nuls, là. Donc, Damage Control, grosse déception. Et franchement, je passe mes shows à leur filer des flops, et là, je suis encore à 2 doigts de leur filer pour celui-là. Franchement, c'est pas bien, Damage Control. Ouais, ça spoil un peu
Le top et flop, mais effectivement, c'est pas la grande réussite de l'épisode. Bah ouais, moi je pense, comme je disais, qu'on les voit trop, donc effectivement, elles ont pas le talent de la Bloodline, donc si on leur en demande trop, eh ben on est déçu, hein, au final. Là, il faut renvoyer Bayley clairement contre Arrow contre la championne. J'oublie son nom, mais c'est pas grave. Bianca Belair, voilà. Et puis les autres, elles sont pas obligées d'être là toutes les semaines à toutes les émissions non plus. Hein. On n'est pas obligé de défendre le titre tag team féminin toutes les semaines non plus. Hein. Voilà, faites tourner un petit peu, même mettez-les en retrait une semaine ou deux, c'est pas bien grave. Elles peuvent juste jouer les accompagnatrices de Bayley. Et puis voilà, là, il y a plein d'autres catcheurs qui sont dans les vestiaires, ils on sait pas quoi, hein, qui rongent leurs freins. Il y a eu assez d'exposition pour Damage Control. Voilà. Donc bon. C'est quoi du coup qui marche pas? C'est qu'il y a trop d'écart entre une Bayley et les deux revenantes là? C'est quoi qui pose le plus de soucis? C'est qu'il y a trop de catch féminin à l'antenne. Si tu veux, faut doser, faut en mettre moins. C'était pas la réponse attendue là, mais. Alors c'est pas ouais, il y a peu de ça en fait. C'est surtout que le niveau du catch féminin est trop faible. Ouais. Du coup, elle s'enferme dans des trucs sans intérêt. Moi, je trouve qu'en fait le souci c'est que justement elles sont pas assez. Là où elles devraient élever un peu le truc, finalement elles s'enfoncent directement avec les autres quoi. Donc, c'est ça. Ouais. En plus elles essayent de tirer vers le haut des Raquel Gonzalez, des Shotzi, des machins, mais comme tu dis, ouais, c'est plutôt elles qui s'enfoncent avec, puisqu'on arrive à un segment du coup qui est un peu moisi. La brawl elle était ridicule. Hein. Shotzi à la fin, elle savait pas ce qu'elle faisait là contre Yoskai là. Ça donnait rien visuellement, c'était zéro quoi. Ouais. Donc voilà, si elles ont pas le talent, elles ont pas le talent. Hein. Dur, le constat pour les filles. Voilà, moi j'y crois plus trop non plus à Raquel Gonzalez, hein, mais c'est pas grave, on verra. Tant mieux, elle s'appelle Raquel Rodriguez maintenant. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça depuis qu'elle a changé de nom. En plus, ça m'ennuie parce que je me trompe tout le temps. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on apprend? Pardon, qu'on va se taper Shotzi contre Bayley la semaine prochaine à SmackDown à Winnipeg. Itro contre Los Lotarios. Et quand même Sami Zayn et Solo Sikoa contre Matt Capmos et Ricochet. Ça sera sûrement notre main event. Voilà. Dis donc, qui pète les scores avec ça. Pour l'instant, c'est l'heure de notre main event. Les Usos, les champions, accompagnés de Solo Sikoa, décidément qui est pas du tout solo, hein, Solo Sikoa, et Sami Zayn, qui affrontent Ridge Holland et Butch, qui sont accompagnés de Sheamus. 14 minutes de match où ça n'arrête pas, hein, c'est un 100 à l'heure, c'est un match chez Usos avec en plus Butch et Ridge Holland. Il y a des petites frictions, hein, toujours avec entre Jey Uso et Sami Zayn, évidemment, mais finalement c'est quand même les Usos qui remportent le match. Ils se prennent quand même le finisher, hein, parce que Ridge Holland réussit à les choper tous les deux là, à les écraser au sol. Il a la plus grosse pop de sa vie là, Ridge Holland sur ce coup-là. Que la foule est en feu, hein. Le match a bien mis l'ambiance, mais il n'arrive pas après leur finisher. C'est quand même le tombé est brisé, pardon. Et puis après il y a Sheamus qui empêche Sami Zayn de prendre une chaise, ça fait des distractions, et les Usos placent des super kicks, et Butch se prend le Wendy pour... Imperium aussi qui arrive. Et il y a surtout Imperium qui débarque, dites donc, c'est la bagarre, il y a Walter qui met un gros kick dans la face de Sheamus, et donc quand même victoire des Usos. Triomphant sur le ring pour conclure le show à la manière d'un John Cena, hein, quelque part. Donc voilà, la rivalité qui continue entre Imperium et les Brawling Brutes. Les Usos triomphants, toujours un petit peu de tension entre Jey et Sami Zayn, mais Sami Zayn conserve sa place. Voilà comment se termine cet épisode de SmackDown. Génial, qu'est-ce qu'on pense de ce main event? Grand morceau de bravoure, j'ai trouvé. Ouais, c'était du bon match.
Ouais, il y a quoi? Il y a 12-15 minutes à peu près là, depuis Ouais. l'entrée jusqu'à la 14 toute minutes fin. 11. 14 voilà. minutes 11. Très 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 sympa. Là, il y a du high level. J'ai trouvé, on était déjà tous, enfin, on restait un peu tous circonspects sur Edge Holland. Effectivement, il a eu une grosse pop. Il a fait des trucs plutôt sympas, mais c'est surtout Butch qui, je trouve, a embarqué le truc à lui tout seul. Il y a eu même des near fall ou voire enfin moi j'y ai cru quoi. À un moment j'ai vraiment cru que ça pouvait passer. J'ai oublié le fait qu'on était en weekly, j'ai oublié tout ça. J'ai vraiment cru que ça pouvait passer quoi. Et donc le match en lui-même était hyper bon, plus la construction avec Sami Zayn, avec Jay qui lui jetait des regards noirs, la partie un peu hors ring, plus l'overbooking avec Imperium qui déboule, etc., etc. Non. Gros entertainment et j'ai été entertainé et du coup j'ai vraiment apprécié. Ça a écrit plein de choses. Ça fait quand même conserver au Uso, mais ça repositionne, je trouve, vachement bien la doublette des Brawling Brutes. Et vraiment, j'ai trouvé ça vraiment super bien. Enfin, je spoil pas, mais ce sera quand même très haut dans la fin de la review pour moi. Voilà. Une belle manière de terminer SmackDown. Est-ce que tu plus sois, Letty? Tout à fait. C'était franchement un bon match. Et puis, oui, je suis tout à fait d'accord avec Géliel. C'était que des bons spots. Il y avait toutes les petites interventions autour, voilà, que moi que j'ai beaucoup aimé, entre Jay, Sami, tout ça, Imperium qui débarque. Donc voilà, les Ouzo qui conservent. Bon, c'était un peu, on s'y attendait, mais c'est vrai qu'il y a eu quand même quelques moments dans le match où on s'est dit ah peut-être que pourquoi pas. Ils peuvent quand même tomber un de ces quatre contre ces deux-là. Et puis oui, un Imperium qui arrive, donc enfin voilà, on imagine tout de suite la suite. On se dit voilà, vu qu'ils sont un peu quand même en rivalité avec les Brawling Brutes, voilà, peut-être qu'ils vont avoir eux leur shot ce coup-ci, et puis contre les Ouzo, et puis repartir entre eux, je sais pas, mais en tout cas c'était un bon match et il y a plein de possibilités qui débarquent derrière, enfin qu'on imagine pendant qu'on regarde, et c'est ce qui fait qu'on est diverti et qu'on se fait prendre en fait, voilà, dans l'histoire, quoi. Très très bon match. Très très bon match. Est-ce que c'était pas trop catch pour toi, Papy? Non, pas trop de catch parce que c'est du catch enrobé d'histoire en fait, donc c'est plutôt bien là. Et finalement Ouais. tu vois les Brawling Brutes de lundi, contre les Street Profits, ça faisait pas du tout le même effet. Ouais. Tu pas Sheamus, tu pas l'effet Bloodline qui rajoute des caisses et des caisses d'entertainment à eux tout seuls en fait. Et ben ça change tout en fait. Du coup on se retrouve à un bon main event. Le Brawling Brutes, je trouve que ça marche de mieux en mieux. Même Ridge Holland, hein, que je trouve extrêmement limité, bah, je l'ai trouvé pas si dégueulasse pour une fois. Butch, eh ben, ça marche bien. Mais encore une fois, c'est marrant en fait, c'est la Bloodline et Sheamus, ça fait amplificateur de pop en fait. Ces mecs-là qui soulevaient personne il y a 5 jours, bah là d'un coup c'est devenu les super-héros quoi. Alors au début du match, c'est marrant parce qu'ils sont limite moins encouragés que les Usos finalement, parce que les Usos, c'est comme tu dis, c'est les John Cena qui triomphent et les machins, c'est ultra populaire, mais au final de l'histoire racontée dans le ring, ils arrivent à récupérer pas mal de spectateurs. Et puis bah tu as Imperium qui débarque, pas trop surprenant vu l'annonce de Sheamus un peu plus tôt dans le show. Mais bah, bon, ça se raconte bien et je pense que c'est le meilleur moyen en fait de mettre en valeur ces mecs-là qui débarquent dans le main roster, là, les Bush, les Ridge Holland, tout le clan Imperium, c'est de se coller avec des catalyseurs de pop, là, des Sheamus et des Bloodline qui vont vraiment mettre la lumière à mort sur eux. Et là, d'un coup, le public s'intéresse à eux, en fait. Et je trouve que c'est très bien qu'ils restent collés, voilà, à des mecs qui chopent autant la lumière. Ça va leur faire beaucoup de bien et certainement leur permettre de s'imposer dans le main roster. Ouais, clairement, c'est le genre de match qui fait, voilà, le genre de championnat qui fait une carrière, hein, ce genre de main event là. Ouais, comme tu dis, la Bloodline, Sheamus, c'est les catalyseurs qui font monter la pop. Bah du coup voilà, ça prouve que ça fonctionne quoi, ce qu'ils sont en train de faire là en ce moment la WWE. Quand on a un main event qui met le feu comme ça,
ça prouve que on est sur une bonne trajectoire au final, et que surtout avec la Bloodline, ils tiennent le truc. Alors il y a beaucoup de gens qui sont un peu dans les réseaux sociaux, un peu blasés des victoires incessantes des Usos et de. Ah, mais s'il n'y avait pas ça, il n'y aurait rien, les gars. Réveillez-vous. Ouais, s'il n'y avait pas ça, ça s'appellerait Dynamite, quoi. Voilà. Et... Donc voilà, du beau boulot pour terminer chaud. On part sur une jolie petite note d'un main event réussi. Mais c'est l'heure du mot de la fin. Il faut donner un top, un flop et une note. Honneur aux dames, Letty. Qu'est-ce qui t'a plu, qu'est-ce qui t'a déplu et comment tu vas sanctionner cet épisode? Après, c'était un show, j'ai trouvé qu'il était pas mal organisé. Bon, il y avait des hauts, des bas, mais il y avait quand même plus de hauts que de bas, enfin pour ma part. Le top, je vais le donner, alors pas forcément à la Bloodline en tant que quantité, mais plus à Jay et Sami, qui je trouve font le boulot. Voilà, j'aime beaucoup en fait regarder à chaque fois, chercher les petits regards, les petites interventions, tout ça. Donc ce sera pour Jay et Sami. Le flop, une fois de plus, voilà, je suis obligée de le donner aux filles, mais Oh, pas possible. j'aimerais bien un jour leur donner un top. Mais voilà, ça va être Shotzi et Raquel, enfin un petit peu le groupe en fait, avec Damage Control, tout ce segment-là. Et la note, donc comme j'ai dit, des hauts, des bas, mais plus de hauts, donc on va dire 3,5. 3,5, grâce au main event, je suis sûr. Oui. Et à l'opening. Et à l'ouverture. Ouais. C'était quand même super cool l'ouverture. Géliel, qu'est-ce que quoi? Alors, je vais mettre un flop un peu particulier sur la partie histoire mal racontée. Moi, je trouve par exemple la fin du match entre Lacey Evans et Liv Morgan catastrophique. Un truc qui se termine en 4 secondes à l'encontre, enfin qui allait pas dans le sens pour moi du match qu'on avait vu. Donc mal raconté, sans doute peut-être mal exécuté aussi. Les maximum male model, l'histoire, j'arrive pas encore à la croire. Strowman, je trouve qu'au niveau de l'histoire, il en manque encore un poil, même si on s'est dit que c'était une première phase. Et puis surtout sur la partie comment ça s'appelle, avec le match entre Raquel Rodriguez et puis c'était qui? C'était Dakota Kai, avec l'histoire autour de Raquel Rodriguez qui a du mal à partir. On sait pas. Enfin, on voit qu'ils vont la mettre dans la tag team. Voilà, toute la gestion de certaines histoires qui est quand même qu'on retrouve un peu décevante de temps en temps. Alors c'est contrebalancé par certains trucs sympas, mais là, voilà, sur ce SmackDown, c'est ce qui m'a un peu ennuyé, que certains trucs étaient un peu faciles, un peu feignants dans l'approche, et ça, ce sera mon flop sur ce SmackDown. Le top, je vais me donner au main event, et dans sa globalité, dans tout ce qu'il a pu amener, comme je disais, d'entertainment, tout ça a tapé partout, ça a secoué, il y avait de l'overbooking, il y avait des petits trucs à gauche à droite, effectivement, avec Sheamus, avec Sami Zayn, et puis on a bien cru qu'à un moment, il y avait Jay qui allait partir lui en mettre une, etc., etc. Donc tout ça a été hyper bien raconté, bien construit. Butch qui a survolé le match pour moi. Voilà, vraiment un main event vraiment super qualitatif, comme on l'a dit, là 14 minutes et des bananes qui font qu'on part avec un grand sourire de ce SmackDown, et c'est quand même une bonne chose. Et ma note, ça va être j'ai quand même été un peu, enfin disons à part l'intro, à part l'opener et à part justement le main event, j'ai trouvé ça parfois un peu mou à l'intérieur. Du coup, je vais le mettre qu'un petit 3, et notamment en rappel au flop que j'ai mis. Sur les petits trucs moyennas que j'ai vus et qui m'ont un peu embêté entre les deux. Voilà. Ok. Un flop généralisé, donc. Papy. Oui, c'est moi. C'est toi, Papy. Oui, alors je trouve ça intéressant le top de Letty sur Sami et Jay, parce qu'en plus je pensais à peu près à la même chose, de dire que c'est toute cette petite nuance de la Bloodline là, qui ça fait qui tout, rend ça. super intéressant. Moi globalement alors c'est marrant, c'est moi qui suis plutôt dur avec les shows de la WWE. Mais contrairement à Géliel, je trouve pas que j'ai pas été gêné par toutes les
les histoires mal racontées qu'on a eu le droit, parce qu'en fait, je trouve que de toute façon, c'est la marque de fabrique depuis la prise aux commandes de Triple H, c'est des histoires mal racontées. Donc ça me gêne pas tant que ça. Moi, je trouve qu'au contraire, je me réjouis du coup d'avoir eu la Bloodline qui a illuminé ce show. Et du coup, je donne mon top. Alors, je vais le donner à Bloodline. Voilà, je vais pas m'emmerder, je vais le donner à Bloodline, c'est facile. Le flop, je vais le donner. Alors, j'allais le donner au Hitro, mais finalement, c'est des cas désespérés, donc je vais pas m'embêter à leur filer un flop. Je vais le filer plutôt aux Street Profits. Ah, tiens. Qui viennent glander là, je sais pas ce qu'ils foutent là, les Street Profits, je sais pas, Ouais. voilà. Il y a quelques temps, c'était des limites les main eventers de la tag team. On pensait même que Ils allaient faire Montesford tomber. allait partir en solo. Ouais. Et puis non, en fait, ils foutent plus rien du tout. Ils se font latter à Raw, ils glandent à SmackDown. Et eux, bah voilà, il y a des gens à qui on a donné beaucoup de temps antenne, les Street Profits, eux, ils sont complètement en perdition. Donc mon flop à eux. Et ma note, du coup, moi, je trouve que le SmackDown était plutôt sympa avec un gros opener, un gros main event. Donc je vais donner un solide 3,5, sachant que tous les trucs qui sont moyens, de toute manière, j'en ai fait mon deuil. Bravo. Il faut savoir tirer un trait. Surtout ça, tourner la page. Oui. Ouais. Moi, je vais donner mon top à la Bloodline, effectivement. C'est vraiment le top du top de ce qui se fait en ce moment. C'était super. L'opener, c'était super. Le main event, c'était super. Les petits segments entre là, quand Solo Sikoa défonce Ricochet et Madcap Moss, Mais c'était oui, c'est super. magnifique ça. Oh là là, j'en reviendrai pas. Donc voilà, tout ça magnifique. Le flop, alors je vais le donner à Shotzi parce que c'était vraiment nul sa performance ce soir. Mais je vais quand même le donner à Hitro parce qu'ils sont, je les aime Voilà. pas. Voilà. Je ne les aime pas et je vais donner un bon 3 pour le show qui était bien cool. Voilà, il n'y a pas eu de gros événements majeurs hormis les ralliements définitifs de Sami Zayn à la Bloodline, mais bon, c'était attendu. De son côté, c'était déjà le cas depuis un moment. C'est surtout que ça a été tamponné de l'autre côté, quoi. C'est ça, voilà, c'est validé. C'est validé. Mais sinon, bon, il n'y a pas eu de moment, il n'y a pas eu de creux, hormis avec effectivement toujours le passage par la division féminine, mais bon, ça, on commence à être habitué. Voilà, puis un bon main event pour terminer le show. C'est chouette. Donc du coup, on attend ce qui va se passer. Il y a eu encore aussi un petit QR code qui nous amenait aux petites aventures du lapin blanc. Donc ça continue à teaser avec le lapin blanc sur l'arrivée potentielle de quelqu'un, on sait pas qui, sachant que toutes les suppositions se tournent vers Bray Wyatt. On sait pas qui, mais ça sera Bray Wyatt. Ouais, je pense. Je vais bien mettre 20 balles là-dessus. Mais on sait pas qui. Mais on sait pas qui. Mais il y a des gens qui pensent que c'est pour l'arrivée de surprise de Karrion Kross. Oui, ça serait surprenant qu'il débarque dans le même roster. Ouais, ça serait. Je sais pas, il est où en ce moment, Karrion Kross? Mais il travaille plus, je crois, non? On n'a pas de nouvelles en tout cas. On n'a pas de nouvelles, ouais, je sais pas. Peut-être sur l'Indie, je sais pas s'il a encore des dates. Faudrait que je vérifie. Voilà. Mais en tout cas, voilà, si vous avez un téléphone, qui sait qu'il n'y a pas un téléphone qui fait les QR codes, si vous arrivez à le choper pendant le show, ça vous emmène sur des petites historiettes comme ça, avec le petit lapin sur Internet, tout ça, avec les machins, trucs bidules modernes. Voilà, on a fait le tour. Alors je vous rappelle que Catch Up, c'est votre podcast 100% catch, qui transpire même le catch, où toutes les semaines on résume et on analyse les émissions de la WWE. On est dispo sur toutes les bonnes plateformes de podcast. On est aussi sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour être averti dès qu'il y a quelque chose qui sort. Tout ça, c'est gratuit. Les archives sont là pour aller écouter notre review, par exemple, de Monday Night Raw, qui est en ligne. Et on est aussi sur les réseaux sociaux, sur YouTube, Facebook. Enfin, YouTube, c'est pas un réseau social, mais voilà, on est sur Facebook, on est sur Instagram et on est sur Twitter, c'est @catchupcdc. Et on est aussi sur Discord. Si vous voulez nous rejoindre pour discuter. Surtout sur Discord. Voilà, surtout sur Discord. On passe nos journées là-dessus. L'invitation est dans la description. Bon, Génial, merci beaucoup d'être venu.
Eh ben, merci Ringside pour ce hosting et puis désolé pour le retard. Mais en tout cas, merci à Letty et puis à Papy d'avoir été là aussi. Mais tu es tout excusé. Papy, merci pour tout, bravo. Bah, merci à toi, Ringside, de passer une émission avec toi, animée par toi, c'est un peu faire le plein de super dans nos vies. C'est vrai. Allez écouter le Plan de Super. On parle comics pendant des heures et des heures. Letty, merci aussi et bravo. Merci à toi, merci à vous trois de m'accueillir à chaque fois dans le studio. C'est toujours un plaisir. Hein. Plaisir partagé et bientôt renouvelé, on l'espère. Parce qu'on se retrouve très bientôt hein, pour la suite des débriefings de la WWE. Le débrief de Monday Night Raw sera à venir dans la semaine, évidemment. Voilà, les aventures continuent et on se dirige tout droit vers Extreme Rules. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt les amis. Ciao, bye bye. Salut à tous. Salut à tous, bonne semaine. Salut à tous.